Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast, mais aussi dans le deuxième épisode de la série que j'avais commencé avec mon voyage en Suède, qui n'a pas de nom en fait, mais qui est sur ce que m'ont appris mes voyages. Voilà, celui-là, c'est le deuxième, je les prends chronologiquement après, il n'y a pas à le suivre dans l'ordre évidemment, ça peut se suivre individuellement, mais chronologiquement on remonte. Dans l'épisode précédent, c'était une catastrophe, j'étais en STMG, et là, l'épisode tant attendu déjà sur les Philippines. Parce que euh, déjà c'était un voyage relativement long, très loin, et j'étais, en fait c'est une période qui est particulière. Ça va être l'épisode le plus politique. On va parler de même de radicalité politique, puisque l'un des protagonistes de cet épisode, je le dis, c'est le président des Philippines. Il l'est plus aujourd'hui, il l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps, Rodrigo Duterte, qui, euh, qui se fait juger en ce moment pour crime contre l'humanité. Voilà. Donc quand je parle de radicalité politique, voilà, vraiment radicalité. On va parler de la politique française, mais c'est pas là qu'on a la meilleure matière en termes de radicalité politique. C'est même sans doute un des pays, je pense, où on est le plus soft. C'est le premier anglicisme, je crois. Il y en aura pas mal, voilà, parce qu'on va parler de l'époque Mélenchon Prime, vraiment du prime de Mélenchon. J'étais derrière lui à ce moment-là, on parle des élections de 2017, une époque où il n'y avait pas encore Macron. Là, on a l'impression qu'il a toujours été là. Il n'a pas toujours été là. Il y avait d'autres traîtres avant lui. On va parler un peu de Marine Le Pen aussi. Et puis, non, de Rodrigo Duterte. D'où le café noir qui va m'accompagner pour cet épisode. Pourquoi le café noir? Parce que si la radicalité politique était une boisson caféinée, ce serait sûrement ça. Une cuillère de café, de l'eau bouillante, et j'ai touillé. C'est ça le verbe adéquat. J'ai touillé. Voilà. Et là, c'est quand même très bon. Je te laisse te faire ta meilleure boisson caféinée pour cet épisode. J'ai évidemment quelques notes. Elles vont pas trop me servir, parce que même les citations de Duterte que j'ai écrites, en fait, elles restent dans la tête, parce que c'est avec du vocabulaire très simple. Il était considéré comme le Trump des, des tropiques, ou je sais plus quel surnom on lui avait donné. On va parler des médias français aussi, et de la perte de confiance que j'ai eue en eux. Voilà. Ceux-là même qui sont en train de censurer de plus en plus les réseaux, parce que ça les inquiète un petit peu, et a raison. A raison parce que c'est une époque où j'ai vrillé politiquement, on peut dire vrillé, c'est comme ça qu'on dit, euh, en France, et cette introduction n'a que trop duré. On va commencer par donner un petit peu de contexte. Comme je le disais, donc, l'épisode précédent, j'étais en STMG. Triste, triste cursus. Presque un échec scolaire. Évidemment, je t'y renvoie, c'est pas si mauvais que ça comme cours, il y a juste un petit problème d'ambiance. Et là, j'avais réussi à m'en échapper, plutôt par le bon bout, c'est pas la bonne expression, je crois, mais après la STMG, on peut faire rien, par exemple, mais on peut aussi faire un BTS en commerce international. C'est particulièrement adapté même pour les BTS, donc c'est un diplôme qui est un entre-deux, comment dire, c'est pas trop théorique, c'est pas trop pratique non plus, et vers quoi ça te mène? Des bullshit jobs. Voilà, j'ai spoil. J'ai spoil ces cartes blanches sur les anglicismes, donc j'y vais. J'ai spoil directement l'avenir du BTS, c'est le bullshit jobs. Mais plus ou moins bien payé, pardon. Parce que tu peux aussi rejoindre une école de commerce, juste après celui-là notamment, euh, et avoir un bullshit jobs, mais mieux payé. Bon. Pour ma part, j'étais très content de mon choix, ouverture sur l'étranger, puisque je savais pas quoi faire de ma vie, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça me parlait en fait, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool le commerce international, j'avais pas compris que ça allait consister en remplir des tableaux Excel, aller dans le département export de Danone, c'est un peu cliché là ce que je dis, mais bon, ça me, ça me passionnait pas tant que ça en fait. Mais ça allait parce que c'était gratuit. Je croyais encore à l'époque au gratuit, on était toujours dans la même illusion. Je m'étais pas rendu compte que je rajoutais 15, 20 000 balles peut-être pour le contribuable, que c'était ça en fait. Le vrai nom du gratuit, c'est c'est rajouter de l'argent. Et enfin, c'est le contribuable qui paye tout simplement. C'en est un autre. Donc encore des études que je n'ai pas honorées. Et c'est ce qui terminera mon triste cursus scolaire
que j'ai très peu honoré. Voilà. Mais moi, je me disais, en fait, c'est un bon deal, c'est gratuit. Par rapport aux écoles de commerce, où on paye je sais pas combien, mais c'est un peu ça l'équivalent. L'équivalent de... Là, en fait, c'était une manière d'apprendre le commerce dans un cursus public. Et j'étais encore dans le culte du public, parce que non seulement c'est gratuit, mais c'est moral. Pour apprendre le commerce, le public, c'est pas le mieux, en fait, parce que c'est les antipodes, c'est pas hyper adapté. Donc, le niveau de l'enseignement, voilà, si je dois te donner un conseil, je vais pas te donner de conseil, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, tu peux savoir si c'est pour toi ou pas. En vrai, j'ai rigolé avec le terme de bullshit jobs, mais ça donne quand même une place au show avec un salaire tous les mois, ce qui est pas mal du tout, et puis, non, une sorte de sécurité, et à l'époque, en tout cas, on était quasiment sûr de pouvoir trouver du travail après. C'est dans ce contexte-là que je pars aux Philippines, parce que j'y pars pas comme ça, comme un jeune backpacker, pour découvrir l'exotisme. C'est ce que je voulais, moi, découvrir un pays exotique. Je voulais faire ça. Mais j'ai profité du contexte scolaire et du commerce international pour, euh, en fait, lors d'un un stage obligatoire de 2 mois, choisir cette destination-là. Dans ma tête, c'était Philippines. En fait, j'étais plus attiré par la Thaïlande, c'est ça la vérité. Et le problème, c'est qu'on y parlait moins de langues qu'on pratiquait dans le cursus, c'est-à-dire espagnol, anglais, qui sont un peu plus présentes aux Philippines. Évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on se débrouille sans problème en Thaïlande en parlant anglais, mais voilà, au niveau scolaire, ça collait pas complètement. Et puis, il y avait la galère de trouver un stage aussi. Je l'ai trouvé finalement aux Philippines, dans une entreprise qui faisait des produits à base de noix de coco, et qui était dans la zone rurale de l'île nord des Philippines. Mais vraiment le monde rural. Et c'est pour ça que les Philippines dont je vais parler là, c'est pas celle du rêve dont on vous a déjà trop parlé sur Internet. C'est-à-dire, bah, en fait, pour les expats ou pour les occidentaux d'une manière générale qui vont aller à Manille, ils vont à Makati. Donc, en fait, il y a des espèces de quartiers comme ça qui sont occidentalisés et qui ressemblent bah, un peu partout. En fait, dans le monde, il y a des endroits comme ça où des très belles plages, euh, mais ça peut être intéressant aussi, hein, mais où il y a des resorts et ils se mettent, encore une fois, entre occidentaux. Là, c'est pas le choix que j'avais fait. De toute façon, je voulais du vrai. Je voulais pas être bloqué comme ça dans une, dans une résidence avec piscine. Quelle horreur. Une résidence avec piscine. Moi, jeune gauchiste, j'étais pas là pour ça. Il y avait beaucoup de morale. Donc je voulais aller... Non mais même encore aujourd'hui, je maintiens ce choix, je voulais aller voir les vrais gens. Et j'ai bien fait. Et c'est en ça que j'ai pu être surpris. Que l'illusion que je me faisais du monde, de ce monde exotique, on va pas dire tiers-monde, mais c'est un pays en développement, quoi. L'illusion est tombée très vite. Au premier combat de coq que j'ai vu, avec des Philippins qui voulaient... Est-ce que j'ai débranché le micro? Tout va bien, tout va bien. Ouais, avec des Philippins qui voulaient parier sur les coqs des combats à mort. Je crois que les coqs se tuent. En tout cas, j'en ai vu un mourir. Où il était mal en point, il bougeait plus sur le sol. Ça a commencé comme ça. Mais avant de parler du stage, le contexte. Un petit peu de contexte. Donc là, au niveau scolaire, je l'ai donné à peu près. J'étais encore un peu perdu, mais de moins en moins, parce qu'on allait sortir de cet enfer qu'est la scolarité. Vraiment, je l'ai pas bien vécu, j'ai pas aimé ça. On allait en sortir, et euh, il y a deux entités dont il faut parler quand même, c'est l'éducation nationale et les médias français, la caste médiatique. Ces deux entités ont failli annuler mon voyage. Pour quelle raison? Parce que il y avait... Donc voilà, pour resituer, il n'y avait pas encore... On était sous Hollande encore, et on arrivait vers les élections présidentielles qui vont nous donner Macron, celle de 2017, et en 2016, aux Philippines, ils ont fait leur choix. Ils ont élu Rodrigo Duterte, l'homme qui actuellement est poursuivi pour crime contre l'humanité. C'était pour ce qu'il a fait à ce moment-là. C'était son programme. En fait, c'est même le programme sur lequel il a été élu. Pour donner un petit peu de contexte, Rodrigo Duterte, il est à la base maire d'une ville dans le sud des Philippines qui était particulièrement criminelle. Il a réglé le problème, très vite.
J'avais une citation là-dedans, je vais la sortir approximativement. C'est vraiment pour dire que les notes ne servent jamais à rien. Mais il va dire globalement, la criminalité a baissé parce que les criminels sont... Et d'autres phrases très testo, du genre j'ai tué, enfin il a déjà tué lui à main nue trois personnes, donc il y a des discours très concrets en fait. Des discours très concrets où, en s'adressant aux Philippins, il va leur dire s'il y a un drogué dans votre entourage, tuez-le vous-même. C'est radical. Non mais j'ai prévenu, il y a de la radicalité politique dans ce dont je vais parler, et on est très loin de n'importe quel discours en fait qu'on pourrait avoir en France. Je reprends un petit peu de radicalité politique caféinée. Hmm. Mhm. Donc le contexte c'est un petit peu ça, et pourquoi il va être élu président des Philippines? Parce que le problème qu'il a réglé dans sa ville touche toutes les Philippines. Il y a un problème de criminalité, notamment lié à la drogue. C'est en deux parties le problème. Il y a les vendeurs de drogue et les drogués. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Donc, il veut régler le problème assez rapidement. Il fait des discours là-dessus. Et il fait un des plus gros scores, je crois le plus gros score, depuis le dernier dictateur des Philippines. Donc c'est très bon. Beaucoup de popularité, les gens en peuvent plus, et ça se passe en 2016. Évidemment, en France, on en entend parler, et comme tout ce type-là de populiste, Trump est aussi en train de monter, il me semble qu'on le compare à Trump, mais c'est plus radical. Hein. C'est un autre monde parce que c'est un autre pays, c'est d'autres seuils de tolérance. Et c'est un homme très peu tolérant, euh, Rodrigo Duterte. Donc comme on en parle en France, comme un monstre sanguinaire. On dit voilà, j'allais dire on le compare à des dictateurs, mais lui-même le fait. Il va dire autre chose. Ce qu'on va faire, c'est que je couperai en post-production les mots qu'il faut couper, et que je vais me lâcher parce que cet épisode est infernal à ce niveau-là. Il n'y a que des mots qui vont fortement déplaire à YouTube. Et il va donc dire il y a 3 millions de drogués dans mon pays, je me ferai un plaisir de les montrer. Donc, c'est pour dire, je vais pas complètement incriminer les médias français de le réduire à ou à ce genre de choses. À, parce que les médias français aiment bien le faire, ils le font pour Marine Le Pen aussi. Ils le font de manière un petit peu plus subtile. Mais je dis ça parce que c'est les élections qui arrivent, et ils les réduisent les deux au même dictateur. Sauf que lui, il y va directement, il dit vraiment, il se compare rien contre les juifs d'ailleurs, hein, Rodrigo Duterte. Mais il sent que la population a un problème, c'est les drogués, ça rend les rues dangereuses, et puis la sécurité, c'est quand même la base de tout, en fait c'est là-dessus qu'après on peut réfléchir à faire autre chose. D'abord, ramener la sécurité. Donc il est diabolisé. Il se diabolise un peu lui-même, les médias français le diabolisent un petit peu, moi ça me pose problème parce que je dois y aller, et on m'explique qu'il y a des gens qui se font tuer gratuitement dans la rue, par des policiers. Il y a des escadrons de la mort qui tuent des gens dans la rue, et on veut pas que moi je meure, parce que... euh, bon, j'ai pas expliqué pourquoi. C'est chiant quand il y a un élève qui part en stage, il revient jamais. Moi j'insiste. Parce que bon, je suis un jeune gauchiste, donc j'entends, je me dis, ah, c'est un peu radical quand même. J'ai l'impression qu'il a une solution un petit peu radicale, je le pense toujours. Mais, euh, comment dire? En fait, je respecte assez ces populations pour pas leur dire qu'ils ont mal voté. J'imagine que, enfin, je veux dire, c'est la démocratie qui l'a ramené là. Comme il le dira, je suis le dictateur démocratiquement élu. Mais démocratiquement élu quand même, et puis il est populaire. Donc je leur dis, vous êtes gentils avec votre avis de jeunes blancs paternalistes, pas jeunes souvent, mais de journalistes et autres blancs paternalistes qui veulent dire aux autres peuples comment voter. Mais moi je vais leur faire confiance, et en plus je vais y aller. J'insiste. Ça passe mal. Les profs, ils disent, bon, on va peut-être annuler, qu'est-ce que tu fous? En plus, si tu veux aller bosser à l'étranger, pourquoi pas aller dans des endroits où il y a des bons salaires? Et c'est une très bonne question. Mais parce que j'étais un jeune gauchiste. Sincère. Pour moi, l'argent, euh, à la fois, en fait, ce sera un autre podcast, ça, sur l'argent. À la fois, je déifiais l'argent,
Je sentais que j'en manquais. Et en même temps, j'avais des gros problèmes moraux sur l'argent où ça devait avoir aucune importance. Quoi qu'il en soit, ça n'avait aucune importance. Et je voulais... c'est ce pays-là que je voulais découvrir. Tant qu'on parle d'argent aussi, il y a évidemment une motivation à ce stage qui est pas très belle, mais qui est réelle, c'est que c'est une motivation économique. L'aller-retour, il va me coûter un petit peu cher parce que c'est loin, mais là-bas, la vie est très peu chère. Et donc je me dis, je paierai moins, parce que c'est de notre poche. Le, le stage, j'allais dire c'est de notre poche, mais en fait, il y avait une aide en plus. Il faut toujours plus d'argent du contribuable. J'avais eu à envoyer un formulaire, quelque chose comme ça, et puis j'avais eu 600 euros. Je me souviens que ça m'avait en tout cas remboursé au moins le vol, ce qui fait que la vie là-bas, pour un occidental, ça coûte rien. Vraiment, j'insiste, c'est pas une très belle motivation d'y aller pour ça, mais ça a joué dans la balance. Je vais mettre un peu de clim parce que je fonds. Ça y est, la technique est réglée. Il faut que je donne un petit peu plus de contexte pour comprendre pourquoi j'ai vrillé politiquement. C'est que c'est une période où je suis à Saint-Denis. Et mes établissements, mes centres d'intérêt, ils sont dans le nord de Paris. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours. Et ça fait notamment beaucoup de passages à Porte de la Chapelle. Oui, c'était dans mes notes. Porte de la Chapelle Prime. on va parler de Porte de la Chapelle à cette époque-là. Il y avait la crise des migrants. Donc énormément de migrants qui se retrouvaient là à Porte de la Chapelle et qui côtoyaient une deuxième population de crackheads, de mecs sous c'est particulier. Côtoyer des gens sous en fait c'est un type d'humanité qu'on voit pas ailleurs. C'est des gens qui sont pas vraiment vivants, pas vraiment morts non plus. Ils sont un petit peu entre les deux, c'est pour ça qu'on les appelle les zombies d'ailleurs. Et puis il y avait des interactions entre ces deux populations. C'est-à-dire qu'il y avait des migrants qui vivaient là sous les tentes, et il y avait des faut pas rigoler parce que c'est infernal comme situation, mais les leur vendaient ou leur donnaient des doses gratuites pour les rendre accros. Donc c'est plutôt les dealers qui faisaient ça. Mais les crackheads étaient aussi des dealers. Et parfois, quand c'était des femmes. Tout ça était bien triste. Et jeune gauchiste que j'étais, gauchiste et humaniste, évidemment, je leur parlais pas mal. Voilà, j'avais beaucoup d'échanges avec eux. C'est vraiment pour dire, j'étais pas le profil gauchiste dans sa tour d'ivoire, complètement. Parce que ça aurait été plus simple. Vivre vraiment loin de tous ces problèmes et dire mais oui, mais j'ai la solution pour la France. Il faut que on taxe plus beaucoup de gens et avec leur argent, on saura quoi faire. Voilà. Ça va être à peu près ça le programme. Je pense que j'ai très bien résumé la gauche française. Vraiment, ça a rarement été dit avec des mots si précis. Mais voilà, non, j'étais le type de gauchiste sacrificiel, sincère. J'étais là-dedans, en fait. je nageais là-dedans, c'est ma tradition politique. Voilà. Donc j'étais pour Mélenchon. Mais voilà, ça faisait là-bas, ça m'a valu des menaces de mort. Pas d'être menaçant avec eux, de leur parler. Hein, parce que je leur parlais, j'étais sympa. J'en parlerai une autre fois. Voilà, on va faire des petits épisodes pour mes menaces de mort à Porte de la Chapelle. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. Mais réaliste. Réaliste. Quand ça te propose de te planter à la seringue, et qu'en fait la mort, elle n'est pas vraiment dans le coup de seringue, mais dans le sida qui pourrait y avoir transmis par les mecs qui ont déjà utilisé la seringue, ça fait froid dans le dos. Voilà, 6 heures du matin. C'est pour un prochain épisode. En tout cas, le contexte, c'est ça. C'est important à comprendre parce que ça nous fait un point commun avec Rodrigo. C'est le problème de la drogue. Voilà. Sauf que lui, là-bas, il le règle. Et il le règle, comme disaient les médias français, c'est pas faux, il y avait des genres d'escadrons de la mort, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une carte blanche à la police. Pour être précis, il n'y avait pas que des morts. En fait, il y avait... la police avait le droit d'abattre les récalcitrants et les mecs qui se rendaient pas, mais les mecs avaient une possibilité, je dis les mecs, c'est les dealers et les drogués, ils avaient une possibilité de se rendre à la mairie aussi. Ils se retrouvaient sur des listes, pas s'ils se rendaient à la mairie, mais comment dire, Rodrigo. Et oui, c'est pour ça que ça fait penser aux heures les plus sombres.
C'est qu'ils se retrouvaient avec des listes euh, et de mecs qui étaient liés au crime organisé, à la vente de drogue. Et, euh, et si t'étais sur cette liste, fallait pas résister. Voilà. Si la police toque à la maison, tu ne résistes pas. Tu te remets dans le rang, et pour se remettre dans le rang, il y avait un autre programme plus doux, où tu pouvais te rendre de toi-même à ton barangay, je crois, en tout cas à la mairie locale, et dire, voilà, je suis un... Je, je veux m'en sortir, aidez-moi. Et là, on t'inscrivait à des activités sociales, des clubs de gym, des choses comme ça. Donc ça, c'était la solution douce. Et la solution, la manière forte, c'était les escadrons de la mort pour les éléments les plus persistants. A priori, moi en tant que jeune blanc, jeune touriste, je suis pas touché par ça. J'imagine qu'il faut pas que je déconne, que je ramène de la drogue, mais j'étais pas un drogué. Donc, ouais, je pense que j'allais pas avoir de problème. J'arrive à partir finalement. J'arrive à partir dans ce pays avec un fou, comme diraient les boomers aujourd'hui. Mais il est fou. Oui, 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 il est fou. Euh, mais je vais pas juger les gens qui ont voté pour lui. Et justement, je me retrouve dans une famille, celle qui tient l'entreprise qui m'a pris en stage, et c'est une famille dont les membres sont euh, plutôt pro Duterte. Voilà. Ils en pensent beaucoup de bien. Et moi, justement, je m'étais attelé à ne pas les juger. J'avais mon jugement, évidemment, personnel, mais j'allais pas là-bas pour leur dire quoi penser. Mais je pose des questions, je leur demande ce qu'ils en pensent. Et notamment, je pose des questions sur la sécurité, parce que c'est c'est là-dessus qu'on m'avait mis en garde. Tout le monde s'inquiétait un petit peu, tout le monde, notamment les profs, mais même ma famille s'inquiétait pour les questions de sécurité. C'est normal, c'est un pays très pauvre. En France, on lie beaucoup pauvreté à insécurité. Et puis à ce moment-là, ça tenait encore à peu près debout. Mais naturellement, quand j'arrive, je leur demande ce à quoi je dois faire attention, si tel ou tel quartier est dangereux, parce que j'ai jamais vu ça. En fait, j'ai jamais vu ça. J'étais pourtant pas dans le quartier le plus fortuné d'Île-de-France. Je parlais de Port-de-la-Chapelle tout à l'heure. À l'échelle de Paris, en tout cas, c'est un quartier qui est relativement pauvre. Et pareil pour Saint-Denis, Aubervilliers, des villes que je connaissais, mais rien comparé à ce qu'il y avait là-bas aux Philippines. Euh, il y avait vraiment de la misère par endroits. D'autant que je vais pas vivre dans les quartiers privilégiés de Manille, là où c'est hyper sécurisé. On va là où est l'entreprise, qui est en fait côté rural. Je vais dire countryside et je vais expliquer pourquoi après. Mais le côté rural des Philippines, c'était à 4-5 heures de Manille, quelque chose comme ça, donc c'était quand même assez pratique pour cette entreprise, pour qu'elle puisse faire du commerce. Pour autant, il n'y avait pas d'étrangers là-bas. Ils avaient jamais vu un blanc, un noir, il y avait quasiment que des Philippins. Et, euh, et donc je me faisais remarquer, évidemment. Et ça peut être une source de danger en plus, parce que je suis non seulement... je suis pas que blanc, je suis occidental aussi, j'ai beaucoup plus de moyens qu'eux. Et sans doute sur moi, bon bref, c'est pas des endroits qui sont particulièrement sécurisés. On peut se poser des questions. Et c'est des gens là-bas qui ont vraiment rien. Pour autant, la famille me dit non, bah ça devrait être tranquille, faut faire attention à la route, notamment parce qu'ils conduisent un peu n'importe comment. Ça, c'est un point pour lequel j'étais pas prêt et qui m'a rendu un peu fou. C'est la partie du monde où on klaxonne, pas parce qu'il y a un problème, mais pour signaler qu'on est là. Ça a explosé mon système nerveux, j'en pouvais plus. Parce que ça, en fait, ça appelle ton attention en disant danger, 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 danger. À la fin de la journée, t'en peux plus. Pour eux, c'était pas danger, ils étaient habitués à ça. Moi, j'étais pas habitué. Voilà. Donc il y avait des petites différences culturelles comme ça, des grosses différences culturelles en fait. C'était assez important. Pour autant, c'est important que je situe les Philippines. On va faire un petit point sur les Philippines. Ça va être rapide, mais au moins ça permet de comprendre le milieu dans lequel j'arrive. Pour commencer,
.wikipédia, c'est un archipel de 7600 îles, quelque chose comme ça. Il y en a 2000 qui sont habitées, et il y en a 3 principales. Et dans ces 3 principales, les 2 plus grosses, une au nord, une au sud. Moi, je suis dans celle au nord, qui est majoritairement chrétienne, parce que les Philippines ont été une colonie espagnole pendant plusieurs centaines d'années, ce qui a laissé une marque déjà culturelle et ethnique aussi. Les Philippins sont métissés pour la plupart avec des Européens. Et au sud, une minorité musulmane parce que avant les conquêtes espagnoles, il y avait eu c'était les commerçants musulmans qui avaient islamisé le sud de l'île. Ça, ça pose des problèmes dont on va parler après, mais majoritairement, c'est un pays qui est chrétien, très chrétien. Voilà. Parce que on pense aux chrétiens français qui sont tranquilles, ils sont sympas, tout ça. Là-bas aussi, ils sont sympas. Par contre, à Pâques, ils peuvent se crucifier. Il arrive qu'il y ait des mecs qui se crucifient à Pâques. Ils prennent ça très au sérieux, on rigole pas avec Jésus-Christ. Et la zone où je suis, il y a notamment est-ce que islamophobie serait le bon terme? Un rejet de l'islam, en tout cas très fort. Dans la ville où je vais, en tout cas la plus grande ville, il y a une toute petite minorité, mais c'est surtout par rapport à la minorité qu'il y a au sud, et une branche de l'islamique. Vraiment, c'est joyeux. Le vocabulaire que j'utilise ici est bien joyeux. Mais il y a une branche de l'islamique qui, comme tous ces groupes-là, font des attentats, en fait. Ils cassent les couilles, ils sont insupportables. À ce moment-là, même, je crois peu de temps après que je sois parti, il y avait des charges explosives devant des églises. Enfin bon. Donc, là-bas, il n'y a pas de médias pour leur dire chill, man. Chill, parce que c'était censé être un épisode chill. Donc, on va essayer de retrouver la vibe un peu chill, man. C'est une religion d'amour. Ceux qui ont fait ça ont rien à voir. Ils sont pas tellement là-dedans. Ils les aiment pas. Voilà. Et Duterte, lui, il a une position qui est ambivalente là-dessus. Enfin, ambivalente, en fait, je la trouve bonne pour maintenir la paix, parce que lui, il était maire d'une grande ville du sud, donc le sud qui est assez islamisé, mais d'une ville qui est majoritairement chrétienne. Et il a toujours eu de bons rapports avec les chefs musulmans. Par contre, il a dit quelque chose du genre si t'es musulman, il n'y a pas de problème. Si tu poses des bombes, je te tuerai moi-même. Voilà, c'est la manière dont il traite le problème. La famille dans laquelle j'étais, bon, ils étaient pas très chauds. Ils me demandaient, mais s'ils sont sympas, parce que moi j'étais un jeune gauchiste, assez défenseur, même si je pouvais être anti-catholique, ça y avait pas de problème, parce que c'était les dominants. Mais pour l'islam, je savais qu'il fallait les défendre, donc je faisais ce que je pouvais. Ils me disaient, mais si leur religion c'est l'amour et la paix, pourquoi ils tuent des gens comme ça? Je dis non, mais c'est pas. Eux, c'est des fous un peu. Donc voilà, je donne le contexte un peu politique, religieux, qui est important parce que je me construis à ce moment-là. Euh, spirituellement, bon, spirituellement pas tellement, en fait, j'avais pas tellement de sensibilité spirituelle. J'étais encore un jeune con insensible, mais politiquement un petit peu plus. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, un autre point important sur la culture philippine, le mandat américain. Euh, Parce qu'il est plus court que la colonisation espagnole, mais ça joue quand même, il y a une grosse influence culturelle américaine, parce que c'est plus récent. Et puis quand les Américains sont là, ils posent leur culture, et leur culture, elle donne envie. Il y a des burgers partout, des jeunes burgers, du Coca-Cola partout. Donc c'est pour ça que je voulais utiliser le mot de countryside. C'est parce que il y a... Alors évidemment, c'est l'équivalent du monde rural, mais pour moi, les Philippines peuvent être comparées un peu à un monde américanisé lointain. Mais américanisé dans le sens où moi, j'étais du côté countryside. Un peu comme les les white trash. Les, un peu comme le monde rural. Je sais même pas si on dit vraiment, enfin si c'est le mot le plus approprié, mais l'électorat de Trump se trouve notamment en dehors des villes, et là c'était un peu pareil pour l'électorat de Duterte. Il se trouvait en dehors des villes, et je me souviens même que
qu'on me parlait des Philippins des villes comme étant un peu féminisés. Et comme on pourrait imaginer les Américains des villes par rapport aux Américains ruraux, c'est évidemment des clichés, mais il y avait un vrai parallèle à faire. Et pour moi, c'est un peu dû à l'influence américaine qu'il y avait sur les Philippines. Il n'y avait pas que là-dedans, hein. Ils ont, je crois, toujours été côté américain. Et puis dans les groupes qui ont été qualifiés de terroristes, notamment par Duterte, mais qui posaient des problèmes aux Philippines, il y avait donc les islamiques, mais aussi les maoïstes. C'est un peu ça, l'ambiance politique qu'il y a là-bas, un monde assez américanisé qui pose un problème. L'américanisation a posé un problème, et moi en tant que jeune gauchiste, je vais dire gauchiste tout le long, je sais plus si je l'ai dit, mais faut pas le prendre mal. C'est pas péjoratif. C'est juste j'étais de gauche. Voilà, c'est comme ça. Et donc anti-américain, c'était ça ma priorité. Je disais vraiment l'influence américaine, et j'avais raison, notamment pour les Philippines. Ils vont faire un truc un peu dégueulasse, qu'on a à moitié subi aussi en France. Je sais pas si ça vient des Américains, mais c'est le genre de piège. C'est ce genre de scam nutritionnel euh, qui sont les huiles végétales hydrogénées. Ils sont allés convaincre les Philippins qu'il fallait éviter, mais ils nous ont convaincus aussi de ça, hein, qu'il fallait éviter les graisses saturées, parce que c'était très mauvais, le cholestérol, attention, ça va détruire votre santé, au profit d'huiles hydrogénées, évidemment qu'ils allaient leur vendre, ou ils avaient un intérêt commercial. En tant que jeune gauchiste, le capitalisme comme ça qui fait du mal à des pauvres, ça me touche. Et je rigole en disant ça, mais encore aujourd'hui, je trouve ça absolument scandaleux. Et, euh, et donc ils vont leur dire, non mais arrêtez avec la graisse de coco, qui est de la graisse saturée, prenez plutôt de la graisse de palme, de palme, pardon, non, c'est saturé aussi, mais bref, l'huile de tournesol, toutes ces choses-là. Et du sucre, parce que ça, c'est pas grave non plus. Vraiment, le diable, c'est l'huile, enfin, c'est les graisses saturées. Résultat, un taux d'obésité énorme chez les Philippins, pardon, parce qu'en plus, ils avaient des prédispositions génétiques à, à ça, en fait, à stocker, c'était très mauvais pour eux. Je parle de prédisposition génétique parce que c'est un archipel, ce qui fait que les populations, les Philippins, sont issus de de marins qui ont été sélectionnés génétiquement pour stocker de la graisse. Parce que c'est ce qu'il faut. Quand tu es plusieurs jours sur un bateau, il vaut mieux que tu stockes de la graisse en énergie. Et en fait, là, ils se retrouvaient sédentaires, euh, avec plutôt à la base une bonne alimentation, parce que l'alimentation des Philippines est merveilleuse, hein. Vraiment, il y a des avocats, ils font la taille de pastèque, j'exagère. Mais ils sont très gros, très gras, comme ça, incroyable. Beaucoup de coco, du riz. Je vais pas dire que c'est un pays où on mange bien, c'est pas vrai. Si tu cherches à bien manger en Asie, je pense que les Philippines, c'est un des pires pays. Mais moi, je trouvais que la nourriture de base, j'étais ravi, voilà. Moi qui voulais prendre du muscle, il y avait du riz, il y avait du poisson un peu partout, beaucoup de poissons frits, euh, des végétaux. Donc c'était pas mal. Mais les Américains les avaient convaincus avec... En fait, ils les ont convaincus, c'est pas de force, les Américains, qui vont convaincre. C'est avec de la propagande et surtout une culture trop cool. Et c'est ça qui est dur avec l'américanisation, c'est qu'on a envie d'aller vers ça. Et eux étaient très séduits par ça. Et là où moi, jeune gauchiste, je leur disais, mais reviens euh, à tes racines, jeune Philippin. Non mais je leur disais, vous avez tout ici vraiment pour bien manger. Eux idéalisaient un petit peu le McDonald's et les autres fast-food américains. Comment leur en vouloir? C'est tout bon, tout sucré, des petits pains tout mous comme ça. Évidemment que ça donne envie. C'est moins sexy. Et en plus, c'était beaucoup plus cher. La nourriture américaine, comme ça, était idéalisée et coûtait peut-être 5 fois le coût d'un un Philippin qui avait ouvert son resto comme ça et puis qui nous nourrissait à la Philippine. Donc jusqu'à là, j'arrivais encore à être cohérent politiquement. J'étais de gauche et mon bouc émissaire, c'était l'américanisation, les États-Unis. Pour eux, c'était l'islam, le communisme, puis les drogués.
Surtout, c'est ça la question centrale et la raison pour laquelle ils ont eu ce tyran, ce monstre sanguinaire. Là où ma cohérence a commencé à vaciller, c'est que à Saint-Denis, et dans le nord de Paris d'une manière générale, on accepte l'inacceptable. Il se passe des événements, des agressions qui sont tout à fait incohérentes, mais qu'on n'appelle même plus des agressions. Je veux dire, les femmes se font traiter de p*** dans le métro, comme ça. Vraiment, on ne devait rien dire. On disait jamais rien. Beaucoup de lâcheté. Hein. Je m'inclus là-dedans. Il y avait vraiment beaucoup de lâcheté, et il y avait une excuse rationnelle qu'on sortait, c'était la pauvreté. Finalement, tant qu'on n'avait pas réglé le problème de la pauvreté, on pouvait pas se plaindre de ça. Et en plus, nous qui avions un toit, bon, je parle par rapport aux crackheads, qui n'ont pas de toit, mais même, il y avait des problèmes de racailles déjà. Ça n'avait pas autant explosé comme aujourd'hui, mais c'était déjà bien présent, et ouais, on n'avait pas notre mot à dire parce qu'on se disait qu'on était plus fortuné qu'eux, et que la pauvreté expliquait tout. Encore une fois, des avis de gauche très très bien expliqués. Euh, le problème, c'est que là, j'arrive dans un pays qui est pas pauvre, et c'est la misère. Pas partout, mais il y a des endroits où je vais où c'est la misère. Et on me dit, il n'y a pas de problème de sécurité, en tout cas, il n'y en a plus, pas pour toi, alors même que j'attire tous les regards. Je suis grand, je suis blanc, les gens ils se prennent en photo avec moi, on me dit ouais, t'es un géant des montagnes et tout, ça les fait rire. Mis à part très sympa, vraiment des gens en plus voilà, qui se permettent d'être très sympas toute la journée, ils sont tout le temps souriants. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Je sais pas, on va venir à des histoires lugubres juste après. Quoi qu'il en soit, ma logique pauvreté égale violence est un peu déstabilisée, parce que je connaissais pas grand-chose avant. J'étais à Paris, bon, euh, ça semblait à peu près se suivre, on ne sait pas trop pourquoi il y avait euh, certains quartiers qui étaient pauvres, mais où il n'y a pas de problème, comme le 13e. On essaye de t'expliquer que c'est parce que c'est des populations qu'on a entassées dans des immeubles. Ça veut dire quoi entasser? Est-ce que ton grand-père qui était là-dedans, il était lui aussi entassé, ou est-ce que c'était juste l'opportunité du siècle d'avoir un appart tout neuf avec l'eau courante et tout ça? Des questions non résolues pour le jeune gauchiste que j'étais, et là ça me posait encore plus problème parce que une population beaucoup plus pauvre me disait mais il faut pas être tolérant avec ça en fait. On n'a pas à tolérer ça, on n'a pas à tolérer les drogués, ils font chier, regarde maintenant qu'ils sont plus là, qu'est-ce qu'on est bien. Les drogués, les vendeurs de drogue, tous ceux qui posent problème. Et pourtant les flics patrouillaient pas partout. C'était pas non plus sécuritaire à ce point, mais c'était au moins tranquille pour moi. Et je me disais, bon, ok, on me l'a présenté comme un diable, mais il semble être soutenu par son peuple et il semble avoir rendu la vie plus facile. On a d'autres exemples aujourd'hui. On était très loin des Nayib Bukele aujourd'hui, par exemple, au Salvador, qui. Mais c'était un précurseur. Duterte était un peu un précurseur. Mais Nayib Bukele, c'est pareil. Politique sécuritaire rapide, hein, très efficace, vraiment ramener la sécurité dans un pays qui est un des plus dangereux au monde, le rendre un des moins dangereux au monde, et résultat, parce qu'on va me dire oui, les droits de l'homme, oui, oui. Résultat, l'approbation de la population. Ça compte aussi, dans une démocratie, pardon, mais ça compte. 89% de taux de popularité pour Nayib Bukele, 18% pour Macron, on ne donne pas de leçon, toujours pas. Là, on n'avait pas encore Macron. On va venir à cet étrange profil qui est Macron, mais en tout cas, ouais, on m'en dit beaucoup de bien de Duterte, et je vois que ces gens que j'affectionne vivent mieux grâce à lui. Ça chamboule un peu mes convictions. Parallèlement en France, comme je disais, 2017, le passif politique, c'est que on a eu un mec de droite, Sarkozy, pour qui les gens de droite ont voté, qui a trahi tout le monde, qui a pas fait de truc de droite. Il avait dit ouais, on va vous débarrasser des racailles, il y a toujours des racailles. Bon. Et puis un mec de gauche, Hollande, pour qui les mecs de gauche ont voté. Oui, mon ennemi c'est les banques. Je sors les classiques, hein, mais bon. Et puis on n'a pas compris en quoi son ennemi c'était les banques. Il a trahi tout le monde. Donc, plusieurs solutions s'offrent à nous. La démocratie nous propose plusieurs sorties.
revoter pour les mêmes. Moi, évidemment, je tombe pas dans ce panneau-là. J'étais dans un milieu de gauche, évidemment, mais j'ai bien compris que la gauche était, la gauche molle, en tout cas, ce qu'ils appellent les sauces dem, était une belle douille. Et là, il y a Mélenchon qui arrive. Parce que, parallèlement, il y a la perte de confiance en les médias. Mélenchon, il arrive sur Internet. Il parle très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un meilleur orateur que Mélenchon dans le monde politique, toutes catégories confondues? Peut-être pas. Et là, c'était Mélenchon Prime 2017, parce que le, le, le downfall actuel de Mélenchon, je vais pas le juger, il s'adresse plus à moi de toute façon. Il me parlait, ça fait longtemps que Mélenchon ne me parle plus. Mais en 2017, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi quand même. Et je me disais, waouh, il est convaincant, il parle super bien, ça se débunke pas, je suis de gauche, je suis pour Mélenchon. Et de l'autre côté, on avait le diable, qui était Marine Le Pen. Diabolisée par les médias, le fascisme, la totale. Voilà. On nous l'a fait toujours, ça, la blague n'a pas bougé depuis des dizaines d'années. Donc je la refais pas. Et puis, sorti comme ça de nulle part, Emmanuel Macron. Alors pas de nulle part du tout en fait, il était à la Banque Rothschild, il était dans le précédent gouvernement en fait. Il était déjà là avec les mêmes mecs qui nous ont trahis. Mais là, ça va être différent. Et je sais pas comment il a fait. Mais euh, il a fait un mix des deux précédents mecs qui nous ont trahis, en disant un peu les trucs de droite, un peu les trucs de gauche, tout le monde était content. Pas moi, attention, parce que moi j'étais anti-système. Moi, quand les médias me disent il faut aller vers lui, pas à moi, non, non. Donc, je savais qu'il fallait tout sauf Macron. J'étais sur cette ligne, qu'on pourrait appeler rouge-brun. J'étais pas vraiment rouge, j'étais pas vraiment brun, mais j'étais sur la ligne du tout sauf Macron. Anti-Marine Le Pen, évidemment. Parce qu'on m'avait dit, Marine Le Pen, quand même, tu vas pas... Tu veux quoi? Qu'on revienne aux années 40? C'est pour ça que tu veux voter? Donc j'étais là, non, 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 non. J'étais très, très derrière Mélenchon. J'arrive là-bas, c'est la première élection où je peux voter, à ce moment-là, et... sauf que je suis là-bas, en fait, je suis aux Philippines, donc je vais pas voter. Je le dis tout de suite, j'ai voté pour personne. Par contre, premier tour, j'étais vraiment derrière Mélenchon. Deuxième tour, je suis dégoûté parce que Mélenchon est éliminé, mais euh, j'hésite entre Blanc et Marine Le Pen. Parce que je pense qu'il faut faire barrage à Macron. Un instinct. Un instinct, très peu de connaissances politiques à ce moment-là, mais je me dis, je le sens pas. Je le sens pas, Macron. Et puis l'autre, tout le monde lui crache dessus. Euh, Elle fait de la peine. Est-ce que j'avais de l'affection pour elle? Peut-être pas non plus. Peut-être pas. Mais il va se passer quelque chose dont, dont je me souviens encore justement aux Philippines, où on parle un petit peu de politique avec cette famille-là. Donc eux, ils sont à des millénaires de mes questionnements politiques moraux, de ah, est-ce que c'est pas un peu radical Non, non, eux, ils sont déjà avec Duterte, ils sont très contents. Et je crois qu'on est, ouais, c'est ça, on doit être entre des deux tours. Euh, et ils me demandent, est-ce que tu es content que Macron soit en tête, soit arrivé en tête comme ça au premier tour? Je leur dis non, c'est les banques, c'est les médias. Bon, discours de rouge-brun classique, qui était même pas vraiment de moi, je pense. De toute façon, j'étais. En fait, je sortais de la lobotomie de l'éducation nationale. Donc j'ai essayé de penser un peu comme je voulais. J'avais bien compris qu'il fallait pas que je mette du libre arbitre là-dedans, que si je pensais par moi-même, j'allais faire des choix qu'il fallait pas faire. Donc je me posais pas réellement la question. Non, Macron, il faut pas. Et ils me disent, et dans ce cas-là, Marine Le Pen. Mais elle me dit Marine Le Pen, euh, c'est la première fois que j'entends Marine Le Pen prononcer sans arrière-pensée morale. Comme une candidate, quoi. Et là, je dis non, 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 non. Et elle me dit, ah, bah pourquoi? Et là, je suis bien embêté. Je sais pas vraiment pourquoi. Je lui dis, ouais, elle est... Ah bon? Bon, heureusement qu'elle m'a pas demandé en quoi elle l'était. Je sais pas en quoi. Encore aujourd'hui, je cherche. Et je suis bien embêté. Donc je me remets un petit peu en question, je me dis, mais est-ce que tu serais pas un immense esclave? Est-ce que tes pensées t'appartiennent? Et est-ce que ta liberté apparente englobe une liberté de l'esprit? Et pour moi, à ce moment-là, évidemment, jeune français, la question politique, elle est importante. Il faut se positionner politiquement. J'avais pas compris qu'en France, on parle super bien de politique. Par contre, on agit très peu. En fait, rien ne bouge.
la loi de l'entropie continue. Éventuellement, on me propose une solution, c'est mais est-ce qu'on rajouterait pas une loi ou une petite couche bureaucratique comme ça? Est-ce qu'on rajouterait pas des bureaucrates et on te taxe un peu plus pour payer les bureaucrates? Oh, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est pas comme si on faisait ça tout le temps en fait. Et il y a des problèmes concrets, comme ceux que j'avais, ceux que rencontrait la porte de la chapelle Prime, qu'on ne réglait pas. Que ce soit pour moi, jeune gauchiste, c'est-à-dire pourquoi il y a des migrants dehors, il faut loger ces gens. Il faut loger chez qui, avec l'argent de qui? Pas le mien, pas chez moi. J'étais pas aussi radical, hein. À ce moment-là, j'étais prêt. Je savais pas que c'était dangereux de les accueillir, donc je me disais, ouais, pourquoi pas les accueillir à la maison. Même ma famille était sur cette ligne-là. Donc c'est pour dire, non, on était cohérents. On n'était pas des menteurs. Après, on n'est pas rentré dans la pratique non plus. Mais voilà, des questionnements politiques sont arrivés. Est-ce que réellement je déteste Marine Le Pen? Et je suis resté bloqué comme ça, en me disant est-ce qu'elle est vraiment radicale? Et en même temps, à côté, il me présente Duterte, il me dit c'est un héros. Bon, je le dis tout de suite, je pense pas que les solutions que Duterte a employées sont nécessaires pour la France. Pas à ce niveau-là en tout cas. Il y a un niveau de radicalité qui colle à la culture du pays, à l'histoire du pays et à la situation dans laquelle ils étaient. Dans la France, on n'est pas assez dans la merde encore. On y arrive, hein, évidemment. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, là j'ai l'impression que ça s'accélère, qu'on va l'être de plus en plus, mais enfin de plus en plus vite en tout cas. Mais on tient encore. À coup d'argent public, ça tient encore, et puis on peut encore fermer les yeux dans certains quartiers, comme ça on y va, et puis on invente des nouvelles théories pour expliquer la violence, c'est un spectacle que j'ai décidé de regarder de loin. Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, je me projetais encore en France, et donc il fallait que je me projette dans la politique. Même s'ils me prennent, ça je ne le savais pas encore parce que j'étais étudiant, c'est pour ça que j'étais de gauche aussi. J'avais pas vu les premières fiches de paye. Même s'ils me prendront 70% de ce que je gagne, il fallait quand même que je m'implique dans la politique, mais qu'ils m'écoutent pas. Voilà. Sauf une fois tous les 5 ans, je mets un vote, en fait il y a une lobotomie médiatique, et mon vote n'est pas écouté. Et oui, je crois que tu comprends vers quel néant politique j'arrive, petit à petit. Pourtant, je me poserai toujours ces questions-là politiques, en tout cas, je vais continuer. Mais il y a un vrai tournant qui se passe à ce moment-là, où je me réveille et je me dis « Ah, j'ai pas pensé par moi-même depuis que je suis petit. » En tout cas, sur ces questions-là, j'ai pas osé penser par moi-même. C'est une des révélations que j'ai pendant ce voyage. Je me rends compte aussi qu'il n'y a jamais eu de radicalité politique dans mon pays, que ce qu'on m'a présenté, que ce que les médias et l'école m'ont présenté comme... c'est pas seulement une question de radicalité, c'est une question de liberté de penser. Il y a quelque chose de très violent euh, dans le fait d'empêcher quelqu'un de penser par lui-même. Voilà. Très violent à mon échelle, évidemment. Pas à l'échelle des Philippines. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans un pays, il y a des mecs à qui il manque des doigts, des jambes. Quand je dis de la misère, c'est réellement de la misère. Et je trouve que c'est une population qui est très brave face à ça. Parce que je parlais de leur gentillesse et à quel point ils prennent sur eux. Le christianisme, il joue pour beaucoup, je pense. C'est pas pour jeter des fleurs au christianisme, mais à ces chrétiens-là que sont les Philippins. Ils n'ont pas une situation facile. On arrive aux histoires lugubres, justement. Ils ont une situation, notamment économique, qui est pas simple. Et je les ai jamais entendus s'en plaindre. Ils ont des solutions qui parfois sont tristes. Première anecdote lugubre, on va à Manille, dans la capitale, et c'était une ville déjà à ce moment-là assez moderne, avec un bord de mer aménagé, tout ça. Je mange une des spécialités de là-bas qui sont un peu dégueu parce que c'est c'est un truc américanisé très gras, des espèces de boules frites. Je mange ça et je suis avec, en quelque sorte, ma maîtresse de stage. Je sais pas si je me souviens plus si on dit comme ça. Mais en tout cas, celle qui s'occupe de mon stage dans l'entreprise. Et donc, je suis en train de manger des boules au ketchup un peu dégueu. Et il y a un jeune homme qui s'approche de moi et je crois qu'il me demande de l'argent. C'est pas très clair en fait ce qu'il me demande. Il parle le tagalog là-bas, ce que je parle pas. Donc je comprends pas vraiment. Et la fille qui est avec moi, elle s'approche
Et elle me dit non, c'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un de mauvais, en fait, il m'en détourne. Et là, je me rends compte que le gamin a du rouge à lèvres. C'est un garçon, hein. Et il a du rouge à lèvres, voilà, autour des lèvres. Et en fait, il a dû voir un blanc. Je sais qu'il y a du tourisme là-bas. Donc, se dire. J'ai l'impression, en tout cas, que c'était de la prostitution. Première anecdote très glauque. Je sais pas tellement comment réagir à ça. Je sais aussi que. En fait, je me rends compte, le peu d'occidentaux à qui je parle, non, je veux pas dire c'est des vicieux, mais, euh, mais parce que, en fait, j'ai parlé à assez peu de Français, mais ils me présentent les Français, et à chaque fois, ils me parlent des meufs de là-bas. Je dis pas que c'est un truc de vicieux d'y aller pour les filles qui sont là-bas, mais l'espèce de facilité de oui, elles sont plus pauvres. Euh, bon, je vais pas mettre de jugement moral là-dessus, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je sais pas pourquoi quand ils en parlaient. Mais je crois que c'est parce que je faisais un amalgame avec le tourisme qu'il y avait là-bas et qui parfois englobe des enfants. Première anecdote très glauque. Deuxième, qui est reliée à l'entreprise pour laquelle je bosse. Comme je disais, c'est des produits à base de noix de coco, notamment de l'huile de coco, qu'on a un peu partout aujourd'hui dans les magasins. C'est un très bon produit pour plein de trucs, pour la peau. Là encore aujourd'hui, j'en ai. Pour les massages, c'est bien. Pour l'émail des dents, c'est bien. Enfin, c'est merveilleux comme produit. Et ils faisaient plein de produits à base de coco. Ceux qui produisent ça, c'est ce qu'on appelle là-bas des coconut farmers. Donc littéralement des fermiers des fermiers de noix de coco. Ils ont leur ferme, en fait, ça ressemble à plein de cocotiers sur lesquels il y a des petits échafaudages de fortune en haut des cocotiers, et les braves coconut farmers grimpent sur ces cocotiers, arrivent au niveau des échafaudages, et là, avec une machette, ils font tomber pour récupérer les noix de coco. Première anecdote glauque, beaucoup tombent des cocotiers et meurent comme ça. Il y a aussi pas mal d'alcoolisme aux Philippines, peut-être que ça joue. Je sais qu'ils font pas toujours gaffe, ils ont pas toujours de la sécurité. Et déjà, je me souviens que, bah, en tant que gauchiste, je suis intéressé par l'éthique. Et donc, là-bas, une des choses qui m'intéresse, c'est que le, non seulement ils font des produits bio, mais ils font attention à ce que les coconut farmers aient pas des vies de merde. Et donc, les payer correctement. L'entreprise dans laquelle je bosse, je veux dire, paye les mecs correctement, ils vivent avec eux, et c'est pour ça qu'on est du côté, du côté rural. Et, euh, et au-delà de les payer correctement, ils veulent qu'ils bossent en sécurité, parce qu'il faut un harnais. On monte pas des cocotiers comme ça, sans harnais, complètement bourré si tu veux, avec un petit harnais. Voilà. Euh, donc je sais que j'ai eu des démonstrations de ça, pardon. On est allé voir, c'est des endroits qui sont assez impressionnants. Et donc, de ces noix de coco, on en fait plein de produits. Et l'huile de coco, c'est un des plus connus, mais aussi du vinaigre de coco. On peut faire du vinaigre de tout, de toute façon, de l'alcool de coco. Il y en avait très fort. Alors, ils faisaient ça, ils faisaient ça dans des espèces de cuves, c'était artisanal, ils se démontaient la gueule à l'alcool de coco. Une espèce de coconut vodka, je crois que c'était ça le nom. Et puis des produits qui sont assez bons pour la santé. Je captais pas à ce moment-là qu'ils étaient bons pour la santé, donc je trouvais juste ça dégueulasse. Je parle de l'eau de coco plutôt fermentée. Ça donnait une boisson, mais vraiment, en fait, on est déçu, parce que moi qui adorais l'eau de coco, tu bois ça, tu dis, ah, c'est de l'eau de coco pourrie, en fait. Ouais, au goût, c'est ça. Et maintenant que je sais ce que je sais sur les produits fermentés, j'imagine que c'est un super produit. Mais en gros, ils faisaient un petit peu tout ça. Une des raisons pour lesquelles ils étaient particulièrement attentifs au bien-être des coconut farmers qui vivent bah, dans des conditions difficiles que j'ai décrites, c'est que le fondateur de l'entreprise euh, est le fils d'un coconut farmer. Et là, alors c'est glauque, mais l'origin story est incroyable quand même. Voilà, si on est un peu cynique et qu'on parle en termes de scénario, elle est folle. Son père essayait, donc le père du fondateur, qui lui-même est le père des gens d'une bonne partie des gens qui travaillent
Dans cette entreprise-là, donc le grand-père essayait avec cette activité de coconut farmer de faire vivre ses fils. Or, c'est pas l'activité la plus rentable. J'avais la vision un peu du capitalisme à ce moment-là, mais on leur achetait peu cher, et c'est vrai, il y avait tellement d'offres qu'on leur achetait très peu cher, ils vivaient dans la misère. Et puis les Philippines, en fait, d'une manière générale, c'était la misère. Il n'y avait pas grand monde qui vivait bien là-bas. Hum, Et il a fini tout simplement par se... Et c'était pas un cas isolé, c'est une deuxième cause assez importante de mort chez les coconut farmers, c'est le parce qu'ils s'y retrouvent pas, tout simplement. Ce qui est relativement traumatisant pour un enfant. Pas seulement la mort d'un père, mais la mort par suicide, je trouve en tout cas. Et donc le fondateur était animé d'une mission, qui était de bien vendre ces produits-là. C'est ce qui m'avait attiré aussi là-bas. Cette dimension-là. Et ce qui me touche toujours, je trouve ça, c'est un combat qui est magnifique et qui réussissait bien en fait. Ils arrivaient bien à en vivre parce que bah, à l'international, il y a toute une population un peu bobo qui était intéressée par ces produits-là, voilà, qui en ont le même avis que celui que je viens de donner sur l'huile de coco. C'est ça aussi, donc ils sont intéressés pour l'acheter plus cher et pour éviter en fait les requins, je parle des mecs du business qui vont là-bas et puis qui essayent de le tirer au prix le plus bas possible, qui font que les mecs vivent mal. Donc non seulement eux arrivaient à bien vivre pour les Philippines, mais ils arrivaient aussi à faire en sorte que cette population de coconut farmers vive bien. Je pense que tu comprends en quoi cet épisode sera le plus politique de la série, aussi les raisons, et c'est lié à mes conclusions après ce voyage, pour lesquelles la politique française et les propositions en France m'intéressent pas tellement. Une des conclusions politiques auxquelles je suis arrivé, déjà, bon, bah, c'est qu'il n'y a pas de radicalité en France. Je tiens pas forcément à la radicalité, en fait, elle est nécessaire quand il y a un problème qui est radical. Là, je pense qu'on y va, en France, on y va petit à petit. J'ai pas envie de vivre la chute, c'est la raison pour laquelle je suis parti, notamment, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Les propositions politiques qu'il y a en France, déjà à l'époque, je trouvais en gros que, certes, Marine Le Pen c'était le diable, et de l'autre côté, Mélenchon, j'étais très enthousiaste, mais que tout le reste au milieu, ces espèces de mous, ils arrivaient pas à me parler, je comprenais pas ce qui baragouinait. Mélenchon, c'était clair. Il y avait des raisonnements, c'était clair, il me prenait pas pour un con. Les autres, je dis, mais tu es une anguille, qu'est-ce que t'es exactement? Je parle évidemment pas en tant que pro de la politique, hein, t'as compris, j'étais un jeune politisé comme ça, comme il fallait l'être, en fait, du bon côté, parce qu'il fallait choisir une identité politique. C'est quelque chose que j'ai choisi aussi, mais la notion de choix, bon, est-ce qu'il y avait vraiment du libre arbitre derrière? En tout cas, quand j'en suis sorti de ce voyage, cette liberté-là, elle m'a... Enfin, le voyage sur ce plan-là m'a libéré, politiquement. Comme je t'ai dit, j'y trouve plus mon compte en France. Je vois en quoi la bureaucratie est en train de grossir, en quoi l'État est en train de devenir obèse, c'est dégueulasse, c'est immonde. Je le comprendrai petit à petit, à partir de cette époque-là, euh, parce que je travaillais pas encore, en fait c'était pas encore déclaré, le travail que je faisais. C'est après que j'ai compris, je dis ah il est là l'argent gratuit, et ça va où exactement? Et là c'est le début de la fin, ça va où? Ah là là. La question à ne pas poser pour pas devenir fou. Je suis pas devenu fou finalement. Euh, mais, euh, mais voilà, Duterte, lui, c'était une réponse qui était radicale, à un problème qui était radical. J'espère qu'en France, on n'y arrivera pas. Mais c'est ce qui me semble quand même se pointer. Pas forcément comme les Philippines, on va avoir un mélange. Mais pourquoi est-ce que je fais ce parallèle avec la politique française et Duterte? Parce qu'il y a les politiciens qui font de la politique et qui veulent continuer à baigner là-dedans et puis faire des beaux discours. C'est un peu classique hein, comme argumentaire que je suis en train de sortir, mais c'est ce que je constate. Et les autres qui ont dit oui, ils parlent simplement, mais alors comment ils se sont fait élire? Pourquoi ils parlent au masse? On dit ça pour Trump, tout ça. C'est des gens bêtes? Est-ce que c'est la bêtise qui les amène? Non, non. Ils parlent simplement parce qu'ils sont concentrés sur le problème qu'ils vont régler. Et ils règlent les problèmes. Voilà.
Quand tu auras une proposition politique qui règle des problèmes, comme Bukele a réglé très rapidement, c'est très rapide. Hein. On a l'impression que c'est long parce que Macron est venu avec plein de promesses. À ce moment-là, c'est ça qui s'est passé finalement. C'est que Macron a été élu avec plein de promesses. Je rappelle qu'il ne devait plus y avoir un seul SDF dans les rues, des choses comme ça. Il disait tout et n'importe quoi pour contenter tout le monde. Il n'y en a pas une seule qui a été honorée. Et vu que ça dure, c'est long. Et les gens en France sont mous. Il y a une espèce de masse molle, complètement manipulée par les médias, qui dit allez, on revote Macron. Oh, c'est long. 5 ans, c'était déjà long. Là, on l'a encore, ça n'arrête pas. Et donc, ça nous donne une impression que tout prend beaucoup de temps. On se dit, ah bah, s'il a fait des promesses, et que là, avec 2 mandats, il les a toujours pas réglées, c'est que ça doit peut-être prendre plus de temps. Pourquoi pas le réélire? On peut pas, je crois. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, je crois, mais la raison pour laquelle Duterte n'est plus président philippin, c'est que là-bas, ils peuvent faire qu'un seul mandat, de 6 ans, mais qu'un seul mandat. Nous, en France, on en a 2 de 5 consécutifs, à moins qu'on change la constitution. Mais la constitution philippine, c'est ça, c'est un seul mandat. Le problème, c'est que les Philippins voulaient encore du Duterte. Il est toujours très populaire. Malgré son arrestation par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Là-dessus, rapidement, parce que c'est quand même un point important, ce n'est pas rien, un crime contre l'humanité, c'est par rapport aux escadrons de la mort qu'il y a eu pour régler le problème des drogués. Ce que le peuple philippin, dans sa grande majorité, a applaudi. Mais voilà, il semblerait qu'ils doivent être jugés. Là, à la tête des Philippines, il y a le descendant du dernier dictateur qu'il y a eu, qui est accompagné de la fille de Duterte. Et il a été élu un peu grâce à ça. C'est parce que la fille de Duterte a fait une alliance avec que la population philippine leur a donné encore une victoire. Mais sinon, Duterte a une très bonne popularité là-bas. Macron, je rappelle, 18% en France. On ne sait pas comment on arrive, comment démocratiquement on arrive à un score pareil. Mais voilà, politiquement, ça m'a fatigué. Je suis revenu en France, malheureusement, le verrou de la tolérance avait sauté. J'étais plus tolérant, j'avais plus à être tolérant. Je l'étais jusqu'à là parce que je me disais les pauvres. Et après, je regardais, je dis mais en fait, il y a des solutions. On me l'a montré qu'il y avait des solutions. Ils veulent pas s'inscrire au cours de gym? Ils veulent pas faire des activités sociales? Et en fait, non, on a laissé traîner le problème et tout le monde s'en fout de ces quartiers-là. Tout le monde s'en fout. C'est devenu maintenant, c'est dans toutes les villes qu'il y a des quartiers qui sont comme ça. Il y avait des faits divers tout le temps. J'en parlerai plus tard, je pense, de Saint-Denis, mais je baladais le chien de la voisine. J'allais jusqu'à Porte de la Chapelle, comme ça, il y avait que des affiches de mecs qui étaient enlevés, de filles aussi, des gens qui avaient disparu. Il y a des jeunes filles, des jeunes gauchistes qui allaient aider les mecs sous crack, elles se faisaient... Enfin, c'est un cauchemar. Vraiment, c'est un cauchemar. À ce moment-là, encore, ouais, c'était minoritaire. Donc, le reste des gauchistes pouvaient fermer les yeux. Et maintenant, ils ont inventé des toutes nouvelles théories, ils réfléchissent beaucoup, ils traînent sur les bancs de l'université. Je voulais pas donner ce ton-là à ce podcast. Je voulais que ce soit joyeux. Mais finalement, on est arrivé vers de la joie. Je vais reprendre. Jeter un petit coup d'œil à mes notes, quand même, pour conclure joyeusement ce podcast, parce que j'avais pas le souvenir que c'était aussi triste. Ouais, si, c'est ça. Hein. Je n'ai pas de solution politique en France. La raison pour laquelle je suis parti, on arrive à la fin. J'espère que cet épisode t'a plu. On va continuer cette série. Qu'est-ce que ce serait le prochain? Je sais pas. Je crois qu'il y a un gros gap de temps parce que j'ai pas revoyagé. Ouais, c'est ça. En tout cas, si on parle de voyage à l'étranger, je crois pas être reparti avant mes voyages frénétiques du post-confinement. Voilà. Il y avait assez de mots problématiques. J'espère que j'ai à peu près tout couvert. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la prochaine.